à tous. Nous nous retrouvons ce matin, deuxième jour du salon. Nous allons parler du cadre technique et réglementaire des conducteurs de grues auxiliaires, communément aussi appelés camions-grues et plein d'autres noms, on pourra le voir. Alors le marché des grues auxiliaires est encadré par des normes, par des règles. On va faire le point aujourd'hui sur le métier de conducteur de grues auxiliaires avec vous. Et Eric Stropiana, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes président de l'UFL et directeur de l'activité levage, transport et manutention pour la société Foslev. Comment on fait, Eric Stropiana, pour pouvoir exercer cette activité? Je pense qu'il faut revenir à l'origine des contrats et de la réglementation. Je pense qu'aujourd'hui, on est transporteur public. C'est un titre ou une fonction. Hein. Pour être transporteur public pour compte d'autrui, déjà, il faut avoir certains prérequis. Le premier prérequis, Marion, c'est d'être inscrit au registre des transporteurs. Ça, c'est le premier prérequis et des loueurs de la région dans laquelle on exerce. D'accord ? Cette inscription, elle est soumise à des conditions de capacité professionnelle et financière. Donc, capacité de transport et une immobilisation du capital nécessaire à l'obtention de licences communautaires de transport. Donc ça, c'est le premier cadre pour être transporteur. Pour être transporteur. Mais ça ne suffit pas. Il faut être titulaire aussi des titres administratifs de transport. Donc j'ai parlé aussi des licences communautaires. Ce n'est pas parce qu'on a immobilisé le capital qu'on a forcément une licence communautaire. Donc la licence communautaire, elle est délivrée par l'administration. Donc finalement, on se rend compte que là-dedans, pour être transporteur routier public de marchandises ou loueur de véhicules, c'est le même cadre, voilà, il faut avoir ces trois prérequis, on va dire, être inscrit au registre du transporteur, immobiliser un capital financier, et avoir les licences communautaires délivrées par l'administration. Ça suffit pour être transporteur. Mais il existe aussi des entreprises qui réalisent du transport de marchandises, qui ne sont pas du transport public, mais du transport, ce qu'on appelle pour compte propre. Qu'est-ce que le transport pour compte propre aujourd'hui? Un véhicule qui doit appartenir à l'entreprise, ou qui est pris en location régulière. Voilà, donc c'est-à-dire qu'un véhicule que je prends à l'année en location chez un loueur. Donc là, ce véhicule, on considère qu'il appartient à l'entreprise qui va réaliser le transport. Il nous faut, dans ce véhicule, transporter des marchandises qui appartiennent, on va dire, aux transporteurs finalement. Alors il y a 8 qualités qui sont très clairement définies dans les textes. Hein. Pour être sur un compte propre, il faut être soit propriétaire de la marchandise, soit vendeur de la marchandise, soit producteur de la marchandise, acheteur éventuellement, locataire, quelque chose que je prends en location, transformateur, réparateur ou éventuellement extracteur. Et là, on pense plutôt aux produits miniers, etc. Donc, c'est les 8 qualités que doit comporter à minima ce produit, hein, une parmi les 8, pour qu'on considère que ce transport est un compte propre. Il y a une petite nuance à tout ça, c'est que finalement, ce transport, il doit rester une activité annexe à l'entreprise qui effectue le transport. Alors, c'est un peu complexe, un peu réaliste, hein, donc c'est un sujet compliqué. C'est pas son premier métier, en fait. Il ne faut pas que ce soit son premier métier, effectivement. Si je prends un exemple, quelqu'un qui fait de la vente de matériaux, aujourd'hui, va disposer de camions avec des crans de levage, il va se situer dans une activité où il est effectivement aujourd'hui propriétaire et vendeur de la marchandise qu'il transporte. Donc jusque-là, pour lui, c'est du compte propre. Ces camions, en général, ils sont soit loués sur des longues durées avec des contractations, soit ils sont propriétaires, effectivement. Et finalement, l'activité principale de ce vendeur de matériaux, c'est pas le transport. C'est bien de faire de la vente de matériaux. Donc là, on se retrouve typiquement dans ce cadre-là. Si on extrapole un petit peu, on peut dire que finalement, un levageur, qui n'est pas forcément un transporteur au sens propre du terme, en tout cas en termes d'activité principale, peut se retrouver dans ce cadre-là. Pourquoi? Parce qu'il y a une activité, comme on l'a dit depuis le départ, de transport et de levage. Hein? Levage au chargement ou au déchargement des colis. Si j'intègre cette activité de levage dans ma proposition que je réalise au client et que je lui dis à mon client, finalement, je vais faire une activité de manutention associée à une activité de transport. Donc il a un contrat spécifique à créer, en tout cas à mettre en place avec son client. Et il aura un contrat spécifique à mettre en place, effectivement, mais finalement, on se retrouve dans un transport pour compte propre. Puisqu'on échappe au transport pour compte d'autrui, parce que la marchandise, elle fait partie intégrante d'une prestation complète qui intègre la manutention, une petite partie de transport et encore une manutention.
Donc là, on échappe à toute la réglementation, je vais dire transport véritable, et on se retrouve dans un cadre d'un contrat un peu hybride entre levage et transport, etc. Et c'est là où on a quelque part un petit vide juridique, moi j'aurais tendance à dire, c'est que l'activité de transport à ce niveau-là, finalement, on n'a pas besoin d'avoir de licence communautaire. Donc on n'est pas considéré comme un transporteur routier public de marchandises, puisqu'on réalise du transport pour compte-propre. Donc la difficulté, elle se retrouve à ce niveau-là. Donc on est finalement sur deux domaines juridiques bien différents, qui est le transport public routier de marchandises, qui peut avoir des camions-bras et utiliser des camions-bras, puis finalement les activités de levageurs manutentionnaires, qui ont aussi ce type de matériel, mais sur un domaine juridique complètement différent, puisque l'activité de transport devient accessoire à l'activité de maintenance. Qu'est-ce qui protège le plus l'entreprise qui va réaliser la prestation? C'est de contractualiser avec son client avec deux types de contrats différents? Alors, ce qui se pratique aujourd'hui, parce que je pense qu'il faut parler un peu de ce qui se pratique sur le terrain. Dans la réalité des faits, les transporteurs font des contrats de transport. C'est leur métier, c'est leur origine. On va parler de contrats type de transport qui existent au niveau de l'Union européenne, de la communauté européenne. Et puis finalement, l'activité de chargement et de déchargement est englobée un peu dans ce genre de transport, sur lesquels finalement, au niveau de la manipulation du bras, on ne va pas demander grand-chose aux transporteurs, si ce n'est un casse et des obligations de formation de son conducteur. Bien, tu as bien raison, François-Xavier. Mais derrière tout ça, on va un peu occulter les règles de l'art du levage finalement, en ayant la possibilité de détacher un conducteur en tant que pseudo-levageur, puisque l'activité du levage, pour eux, est accessoire. Pour les levageurs, au contraire, on va avoir une activité principale Qui est le levage. Alors là, on est plutôt bardé en général en termes de formation, de compétences, etc. Et puis, on fait une activité de transport accessoire. Donc, entre les deux, je dirais qu'il y a une solution pour les transporteurs qui est assez simple, c'est le contrat de transport. Une solution pour les levageurs qui est assez simple, c'est le contrat de levage, manutention, associé à une phase de transport. Et dans l'idéal des cas, parce que c'est quand même le cas dans la profession aujourd'hui, le levageur est loueur de véhicules avec conducteur. Pourquoi loueur de véhicules avec conducteur? Puisque finalement, ce véhicule est mis à la disposition d'un client et le client reprend une grosse partie de ses responsabilités. Donc le risque... Donc le risque, exactement. Voilà. Donc on joue un peu entre les deux tableaux, ce qui pose des problèmes contractuels et certaines fois de vide juridique entre les deux. Oui, d'assurance. C'est l'assurance transport et l'assurance levage qui est... Voilà, donc c'est pas évident. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire pour débloquer cette situation qui est quand même ambiguë pour la profession aujourd'hui? Je pense qu'il y a une méconnaissance aujourd'hui qui est évidente de ces domaines juridiques. Il y a une méconnaissance de la part de nos clients qui pensent que systématiquement, en ayant contractualisé un transport avec un levageur ou un transporteur, ils sont dans le domaine juridique du transport. Ce qui est faux dans la majorité des cas, parce que j'aurais envie de dire, toi en tout cas avec les levageurs, un peu moins avec les transporteurs, mais je pense qu'il faut communiquer sur ces choses-là. Il faut en communiquer, il faut en parler, il faut que les gens prennent conscience qu'on est dans des domaines juridiques complètement différents. Et je pense que l'UFL aujourd'hui, parce que j'en suis le président, Marion, travaille sur le sujet pour déjà informer et amender son guide des bonnes pratiques, qui est une guide plutôt basée levage, pour l'amender sur la partie transport, grue auxiliaire et utilisation de ces grues auxiliaires. Voilà. Une extension en fait du guide. C'est une extension qui est parce qu'on l'utilise quasiment au quotidien dans toutes les sociétés de levage. Et c'est vrai que je pense qu'il faut communiquer. Il faut communiquer là-dessus au maximum. Donc je suis très content d'être aujourd'hui. Mais ça permettra de relayer l'information en tout cas. Mais effectivement, il faut communiquer parce que là, tout le monde n'en a pas conscience. Est-ce qu'on peut faire bouger la réglementation? Ça, c'est un autre débat. Alors là on s'attaquerait au code du transport côté transporteur, oui. Ce qui est déjà un gros morceau. Ce code du transport, qui plus est amendé par certains textes européens qui prennent un peu le pas sur ce code de transport aussi. Donc là, on est sur un mammouth à faire bouger, très clairement. Je pense qu'avant de parler de réglementation et de faire changer, il faut déjà faire changer les mentalités. Voilà. Oui, que les professionnels prennent conscience du risque qu'ils sont en train de prendre. Exactement. La protection aussi de leurs clients et quel est le meilleur cadre possible pour déployer le transport et le levage à la fois. Exactement. Bon, donc c'est possible, mais ça reste ambigu, ça reste complexe. Et maintenant, l'objectif, c'est que les levageurs et les transporteurs soient au courant de cette situation, ce vide juridique qui existe. Tout à fait. Vous, en tant que président de l'UFL, vous pouvez les accompagner pour
qui mettent le meilleur cadre possible et qui prennent le moins de risques. L'idéal, effectivement, serait de contractualiser pour un client un contrat de transport associé à un contrat de levage, donc quelque chose d'un peu hybride. Voilà. Ça se fait très rarement encore aujourd'hui parce que justement, il n'y a pas cette prise de conscience au niveau des contrats et des responsabilités de chacun. Faire bouger la réglementation, oui, comme on l'a dit, c'est une possibilité, mais qui prendra beaucoup de temps, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, l'urgence, c'est plutôt d'informer les gens, hein, ça on est d'accord, ou en tout cas nos clients. Il y a aussi, je dirais, dans ce domaine-là, une utilisation de plus en plus détournée de ces bras de levage, de ces grues auxiliaires, hein, qui ont été conçus, on le rappelle quand même, sur une norme différente de celle des grues mobiles. Hein, on parle de la EN 12999. Les grues mobiles, on va parler de la EN 13000, qui est une autre norme. Il faut quand même avoir conscience que ces grues auxiliaires, elles portent bien leur nom finalement. Ça doit rester quelque chose d'auxiliaire. Donc on est sur des fréquences d'utilisation imaginées par les constructeurs au niveau des normes, qui sont des fréquences de 1 à 2 utilisations, voire à la journée. 4 à la journée. À la journée. Voilà. Aujourd'hui, on détourne l'utilisation de ce produit pour en faire des grues mobiles, hein, qui se faufilent partout, qui sont pratiques, etc., etc. Et ça pose des problèmes de maintenance, on en a parlé tout à l'heure, hein, préventive et des fois curative derrière quand on est sur des cas extrêmes. Mais cette maintenance préventive, ça nécessite d'avoir des fréquences de maintenance beaucoup plus élevées. Les structures sont beaucoup plus légères que ce qu'on retrouve sur de la grue mobile, il faut en avoir conscience. Et donc les fréquences d'utilisation associées dans les calculs de fatigue de ces structures sont aussi moins impactants, on va dire. Oui. Voilà. Donc là, on est sur un cadre qui sort un petit peu de du réglementaire, on est plutôt sur un cadre d'usage. Et François-Xavier l'a assez bien décrit tout à l'heure. Je pense qu'il faut faire la différence entre le produit, il a été conçu, très bien, il respecte les normes, très bien. Qu'est-ce qu'on en fait en termes d'utilisation? Et là, ça pose des problèmes. Donc ça pose ces questions-là. On a déjà parlé tout à l'heure, François-Xavier, de la capacité de chargement. Et ça, c'est un point important, à mon avis, à soulever. C'est que finalement, ces grues auxiliaires ont un certain poids. Hein, dans le carrossage, ça rentre en ligne de compte dans le poids du véhicule. Et que finalement, la charge résiduelle acceptable sur le plateau de chargement, elle est de plus en plus faible, on va dire, hein, parce que les grues sont de plus en plus grosses, c'est réduite. Là aussi, je pense qu'il y a une prise de conscience qui doit être amenée par l'ensemble des acteurs, des transporteurs ou des levageurs. Hein, j'ai pas de problème avec ça. Si on prend nos clients pour leur dire attention, oui, c'est le produit miracle. Oui, c'est le poteau suisse. Oui, c'est le produit qui va pouvoir faire des choses que les grues mobiles ne feront pas forcément. Et oui, c'est un engin de transport, mais attention, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Et en termes de charge utile sur ces véhicules-là, on est limité. Et ça, beaucoup de nos clients l'occultent en disant j'ai un équipement qui fait 12 tonnes. Oui, mais votre bras, il a la capacité de me décharger ou de charger. Oui, c'est vrai. Mais par contre, en transport, je suis en dehors du clos des codes de la route. Et ça, c'est une problématique. Donc on a encore vraiment un vide juridique à la fois pour conclure ce moment d'échange. Un vide juridique sur la partie contrat entre levage et transport. Et puis en termes d'usage des engins, en tout cas de capacité à lever les charges. Il y a un paramètre quand même qui est important, c'est qu'en théorie, et je pense que monsieur va me confirmer, mais une grue de chargement, on devrait toujours avoir les roues du camion au sol. Ah oui. Oui. Voilà. Ce qui est à l'inverse d'une grue mobile où on impose d'avoir les roues décollées du sol. Voilà. Donc on est sur deux domaines différents. Et là où ça intervient effectivement cette difficulté, c'est dans les terrains un peu accidentés, hein, les pentes, les dévers, etc. Où pour compenser et être à niveau, au niveau de l'orientation de la rotation de la grue, et ben on se retrouve avec des grues qui décollent. Donc on surcharge les stabilisateurs, etc., etc. Donc oui, c'est bien pour charger et décharger sur un sol de parking. Ça a ses limites quand on intervient sur les terrains un peu accidentés ou pentus. Au départ, ça a été fait pour ça, charger et décharger du matériel sur des terrains plans, en fait. Et je ne suis pas sûr aujourd'hui que tout le monde en ait conscience. Non. Alors ce qu'on propose, en tout cas ce que vous proposez, c'est peut-être que les adhérents et transporteurs et levageurs, en fait, les deux parties puissent accéder à votre guide pédagogique qui est en cours de rédaction. Qui est en cours de rédaction. À peu près, il sera disponible quand pour... Je pense d'ici la fin de l'année. D'ici la fin de l'année. Donc en tout cas, ça leur donnera le cadre et tout après de pouvoir agir conformément. Tout à fait. Et ce guide sera disponible sur notre site internet www.uflevage.fr. Merci à tous les trois pour votre éclairage.